autre importante, le web. Si autant d'étudiants peuvent nous écouter ce matin, c'est parce que nous avons le web. Alors qu'est-ce que c'est que le web? Vous le savez, c'est le couplage des réseaux de télécommunications qui ont été introduits dans les années 60 aux États-Unis, l'idée de faire un réseau maillé entre ordinateurs. Je crois qu'il en va de même de l'intelligence artificielle, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire la meilleure parce que ça peut nous permettre de vivre de façon plus facile. Vous voyez, tout un tas de métiers extrêmement pénibles vont être allégés avec l'intelligence artificielle. On va avoir des automatismes. Ce qui détruisait le corps au travail, ça va pouvoir être allégé. On va pouvoir agir de façon plus rationnelle. Par exemple, se nourrir de façon plus rationnelle, anticiper un certain nombre de crises, mieux se soigner. Donc tout ça, c'est positif. Mais en même temps, l'intelligence artificielle peut être extrêmement dangereuse parce que ça peut être mis au service d'un certain nombre d'acteurs, par exemple des nouvelles guerres sur les réseaux. Et puis les commerçants utilisent l'intelligence artificielle pour nous asservir. Vous savez, pendant longtemps, la carotte et le bâton. On conduisait les hommes avec le bâton. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est en train de conduire les hommes avec la carotte. C'est-à-dire qu'on vous profile pour faire de vous des consommateurs encore plus asservis. Et donc, vous voyez que là, l'intelligence artificielle joue des rôles négatifs. Et justement, je crois que tout l'objet aujourd'hui, et j'espère que dans une université comme celle-là, on sera capable de le faire, c'est de faire en sorte que ces nouvelles technologies soient utilisées pour le meilleur et qu'on éloigne le pire. Et pour ça, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion humaniste sur les technologies et sur le monde dans lequel on vit. Et surtout que ce monde soit celui auquel on aspire. Et dans les différents pays, en fonction de notre culture, on n'aspire pas à la même chose. Et je crois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de façon très différente dans ces différents pays. Est-ce que l'intelligence artificielle donc est nocive pour la vie privée? Eh bien, oui, parce que toutes les informations que nous laissons sur les réseaux restent présentes, que ce soit nos informations liées à notre santé, s'il y a un système de santé collective, elles sont absolument indispensables, que ce soit les informations liées à ce qu'on paye, liées à nos voyages, que ce soit les messages que l'on s'envoie, et tout ça, l'intelligence artificielle peut permettre de l'interpréter et ça peut se retourner contre nous. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que on peut très bien aussi avoir un certain nombre de règles et interdire d'utiliser l'intelligence artificielle dans certains cas de figure. Le RGPD, par exemple, en Europe, essaye de poser des limites à cette exploitation des données personnelles et je crois que c'est vraiment essentiel pour le futur. Pourquoi? Parce que la vie privée, c'est aussi la condition de la liberté. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas capable de se retrancher, d'avoir une certaine intimité, de se présenter ce que l'on dit à ses amis intimes. Ça n'est pas la même chose que ce qu'on dit à ses parents, c'est pas la même chose que ce qu'on dit à son employeur, c'est pas la même chose que ce qu'on dit en public. Et bien sûr, si on confond tout, c'est problématique. Vous savez, tout ça, c'est lié au fait qu'on est dans une société nouvelle et que les murs, vous voyez, les barrières qui existaient dans la société numérique se détruisent. Et peut-être qu'il faut reconstruire les murs, reconstruire les meubles dans cette nouvelle société numérique où nous vivons. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.